Salut à tous, bienvenue sur La Charnière Rugby, c'est notre 3e épisode aujourd'hui. On a déjà débriefé ensemble les phases de poule et les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui on va débriefer les demi-finales. Salut Max. Salut Loïc, salut à tous. Donc du coup comme vient de le dire Loïc, on va faire la vidéo en 3 étapes. Donc on va faire d'abord le débrief des demi-finales, la projection sur la finale. Et on fait un dernier chapitre qui sera basé, lui, sur ce qui va être notre fil rouge tout au long de la saison. Donc ça va être les vidéos, parce qu'on va changer de format, on ne sera plus en podcast, on va passer en vidéo, sur le top 14. Du coup, on démarre tout de suite avec le débrief des demi-finales. Donc du coup, première demi-finale qui nous opposait donc la Nouvelle-Zélande à l'Argentine, qui a été joué vendredi à 21h au Stade de France. Donc du coup, un match auquel on s'attendait un peu. C'est vrai qu'on avait fait des prévisions sur les... Il y en a qui s'étaient moqués après les quarts de finale. Là, pour le coup, 2 sur 2. Sur les demi-finales, c'est important de le rappeler quand même. 2 sur 2, effectivement, une victoire nette de la Nouvelle-Zélande qui a subi finalement les 3 premières minutes. Voilà, même écrasante pour le coup. Écrasante de réalisme, parce que du coup pour le coup les Blacks c'est chaque incursion on vient, on marque l'Argentine comme tu dis, voilà, 3 minutes où on essaie de mettre du jeu en place, et puis après journée un peu porte ouverte malheureusement en défense avec 50 plaquages manqués. C'est pas une expression, il y a vraiment eu 50 plaquages manqués sur le match. C'est vraiment pas une expression malheureusement, donc 14 ballons perdus. Et à contrario, la Nouvelle-Zélande qui confirme ce qu'on avait pressenti sur les quarts de finale, c'est-à-dire qu'on monte en puissance. Et là, voilà, on arrive en fin de compétition plein badin. On n'a finalement pas tellement reconnu ce qui faisait la force de l'Argentine. On s'attendait à ce que les All Blacks dominent, mais on espérait quand même au moins une mi-temps où l'Argentine, de par son agressivité et sa rigueur défensive qui d'habitude la caractérise, allait un petit peu gêner ces Néo-Zélandais. Ça n'a pas eu lieu. On a tout de suite, dès les 20 premières minutes, on a compris que la Nouvelle-Zélande allait dérouler. Donc côté argentin, pas grand chose en pas grand chose à dire. Il y a eu peut-être Mateo Carreras qui a bien essayé sur l'aile. Sur l'aile, Kremer qui est venu chercher beaucoup plus de ballons qu'à l'accoutumée, parce que je crois qu'il finit avec 15 ballons portés. Donc en termes de puissance, qui a rivalisé, on va dire, un petit peu avec ces Néo-Zélandais pour mettre un peu dans l'avancée l'Argentine. On a eu Kremer, on a eu Issa qui ont essayé, mais voilà, trop peu finalement. On a eu Montoya aussi, le talonneur, qui a été là dans le combat, mais bon, pas suffisant. De toute façon, le score reflète finalement le match. Autant sur les quarts de finale, il y avait pas mal à dire sur les différentes rencontres, autant sur cette première demi-finale. Voilà, le score il parle de lui-même, 44-6, donc voilà, les All Blacks qui montent de plus en plus en puissance et qui justifient cette place pour la finale. Je sais pas si tu as quelques autres stats à nous placer pour cette demi-finale. Côté néo-zélandais, alors une stat qui est entre guillemets triste pour les Argentins, dans le sens où ils viennent quasiment le même nombre de fois que les Néo-Zélandais dans les 22 mètres. Par contre, la différence, elle est colossale, c'est-à-dire que pour l'Argentine, c'est 42 phases dans les 22 mètres, donc on est venu 9 fois côté argentin, on a marqué 6 points. Côté néo-zélandais, on vient 10 fois dans les 22 mètres, ça fait 44 points à la sortie. Ouais, voilà, c'est une leçon de réalisme. On a vu les Blacks marquer sur tout type d'attaque, des attaques placées, des jeux en première main, donc voilà. Un résultat finalement logique sur cette première demi-finale. Du coup, on va passer à notre deuxième demi-finale. Deuxième demi-finale qui opposait donc l'Afrique du Sud à l'Angleterre. Alors un match qui aurait été beaucoup plus serré que prévu au niveau du score, puisque ça se termine sur 16-15. L'Afrique du Sud qui se qualifie quand même, comme on l'avait prévu, mais on pensait quand même qu'il y aurait un écart un petit peu plus important. Qu'est-ce que tu as pensé du match, Max ? Du coup, oui, je pensais, en termes d'écart, je pensais qu'il y aurait entre 10 et 15 points. Je ne m'attendais pas à un seul point d'écart. Pour le coup, quand j'ai vu la météo, j'ai vu qu'il pleuvait, je me suis fait le match qui a eu lieu, je m'y attendais, c'est-à-dire que l'Angleterre, c'est dépossession totale. Alors pour le coup, je pensais que l'Afrique du Sud jouerait un peu plus
que ça. Mais du coup, quand on a deux équipes qui font de la dépossession, c'est sûr que quand on regarde le match, honnêtement, c'est pas forcément une grande partie de plaisir. Donc voilà, refus total de jeu des deux équipes, pour moi. Une stat, j'en cale une de suite, est là, qui est frappante. C'est-à-dire que Owen Farrell, Manny Libok, André Pollard, sur la totalité du match, les 3 demi d'ouverture, c'est 10 passes. Ouais, donc alors, du coup, 10 passes, c'est extrêmement peu. On précise, il y a 3 demi d'ouverture parce que pour le coup, le sélectionneur sud-africain a fait un choix très fort. C'est qu'à la 30e minute, il sort Manny Libok pour faire entrer André Pollard. André Pollard qui a un profil, comme on l'avait dit, on l'avait précisé avant d'aborder le quart de finale face à la France. André Pollard, il a un profil donc beaucoup plus basé sur le jeu au pied, sur la défense, et sur un match comme tu le dis où il y a des conditions climatiques, il pleuvait énormément, une équipe anglaise qui a décidé de mettre beaucoup d'intensité quand même, parce que pour le coup on peut leur reconnaître ça, que ce soit sur la défense et sur cette tactique finalement de casser le rythme. On a vu, ça mettait énormément de temps à se placer en touche, en mêlée. Et finalement, voilà, c'est ce qui a mené à ce changement. André Pollard, qui est à l'origine de l'essai et qui met donc la pénalité victorieuse de l'Afrique du Sud. C'est ça, pénalité victorieuse. Un arbitrage, j'y reviens juste 2 secondes. Du coup, un peu incompris dans le sens où, quand on voit cette première action de Colisi, où il est dans la zone, ce que les Sud-Africains ont fait pendant 81 minutes contre la France. Il met 2 secondes à sortir, boum, première pénalité. On se dit, mais attends, alors c'est vrai qu'on avait parlé de cohérence la semaine dernière concernant l'arbitrage où il y avait des écarts potentiellement entre le Nord, les arbitres du Nord et les arbitres du Sud. Là, du coup, c'est d'un match à l'autre où. Il a complètement changé. Ouais, on n'a pas. Je pense qu'il y a eu. Ça s'est senti surtout sur le début de match. Il y a eu des consignes où vraiment il fallait beaucoup plus arbitrer le jeu au sol. Que sur le début. Parce qu'après, honnêtement, si vous regardez les derniers quarts d'heure. C'est la piscine, Quagga Smith de voilà, nouveau. C'est notamment toujours les mêmes finalement, que ce soit Quagga Smith ou Deon Fourie, qui sont rentrés donc en cours de jeu côté sud-africain et qui ont cette faculté, mauvaise, ça devrait être arbitré, mais à se jeter un petit peu dans les rucks, à passer par-dessus des joueurs même pour aller gratter des ballons. Bon, on se laisse tomber, à un moment donné j'ai une image de Quagga Smith qui essaie de faire une contre-ruck, qui se laisse tomber sur le 9, complètement dos au jeu. Non sanctionné. Bon, bref, mais en tout cas, voilà. Bon, l'arbitrage, c'était juste pour y revenir dessus, mais après, concrètement, sur le match, voilà, on n'a pas vu grand-chose. Une conquête anglaise défaillante qui leur coûte, je pense, le match. Alors, t'as les stats. Les stats, ouais, on a la conquête anglaise, c'est 3 touches captées sur 7 tentatives. C'est 7 mêlées gagnées sur 10, sachant qu'il y en a 2 de mêlées qui coûtent très cher, qui sont perdues sur leur introduction. Donc voilà, et pour continuer un peu dans cette idée qu'il y a eu un refus de jeu, 93% des attaques anglaises se soldent par un jeu au pied. Donc voilà, et on a aussi la durée de temps pour sortir le ballon des racks. Donc on avait dit qu'au niveau international ça se situe autour des 3 secondes, et là on a 3 à 4 secondes. On avait vu que l'Argentine, c'était sur les quarts de finale l'équipe qui sortait le plus vite le ballon des rucks, et là on a une durée moyenne de 7 secondes pour les sorties de balle pour les Anglais, ce qui est le plus long de la compétition. C'est le plus long, voilà, donc c'est très 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 lent. Ça se solde aussi beaucoup par des jeux au pied du demi de mêlée, et il y a 0 franchissement sur le match. Donc voilà, une demi-finale quand même assez pauvre et triste en termes de jeu. Donc tactiquement, les Anglais ont fait, à mon sens, ce qu'ils avaient à faire, parce qu'ils étaient nettement en dessous en termes de jeu des Sud-Africains, et ils ont quand même failli passer jusqu'à cette dernière mêlée où on a le pilier droit Vincent Koch qui pousse complètement en travers, et l'arbitre qui sanctionne quand même la mêlée anglaise. Donc encore une fois, c'est une décision qui pourra porter des contestations. Mais voilà, sur l'ensemble de la compétition, pour le coup, quand même l'Afrique du Sud qui mérite sa place en finale. Le samedi, qui opposera la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud. Alors pour ce match-là, de mon côté, ce sera une victoire des All Blacks. Alors je l'espère déjà, parce que l'Afrique du Sud nous a éliminés. On s'en souvient tous, et on s'en souviendra un moment.
Alors ce match quand même qui décidera un petit peu de qui prend le lead, parce que les deux équipes ont gagné 3 Coupes du Monde chacune. Exact. Donc là voilà, le Stade de France sera le théâtre de ce match pour savoir qui remportera sa 4e étoile entre les Néo-Zélandais et les Sud-Africains. On espère quand même que les conditions climatiques seront meilleures que pour Angleterre-Afrique du Sud. Et je pense que voilà, si les conditions sont bonnes, on aura droit, je pense, à un gros match quand même. C'est deux nations qui se connaissent très bien et elles s'affrontent, comme on l'a dit, énormément. Et que ce soit en termes de jeu ou d'intensité, je pense que ça nous promet quand même une belle finale. Belle finale, je pense qu'il y a quand même... alors même si ça reste des matchs de préparation, on sait que voilà, les joueurs ne veulent pas se péter, voilà, tout le monde a envie de jouer la Coupe du Monde. Mine de rien, record historique pour les Sudaf quand même en match de prépa contre la Nouvelle-Zélande. 2 semaines je crois avant le début de la Coupe du Monde. Donc victoire écrasante. Même si les Blacks, on l'oublie un petit peu, mais les Blacks au Four Nations, ils ont gagné quasiment, ils ont gagné le Four Nations. Donc je pense que la Nouvelle-Zélande aura quand même un petit esprit de revanche et je vois quand même la Nouvelle-Zélande s'imposer. Alors je l'espère parce que pour le coup, en termes de jeu sur la totalité de la Coupe du Monde, ça a été plaisant à regarder. Et ouais, pareil, parce qu'il y a un petit peu les boules. Voilà, toujours ce même sentiment qu'on a depuis cette élimination face à l'Afrique du Sud. Alors, c'est pas tellement contre eux qu'on en veut, parce qu'on le sait, ils sont. Du tout, ils sont déjà. On en a déjà parlé. Très bien. On a eu Colli ici, même qui a été très bon dans le comportement. Donc voilà, rien contre les Sud-Africains, mais on espère quand même une petite victoire néo-zélandaise. On va passer du coup à notre 3e partie dans cette vidéo qui est donc le descriptif de notre chaîne. Donc vous expliquer un petit peu plus en profondeur ce qu'on va vous proposer et ce qui va changer par rapport à ce qu'on fait actuellement. Donc à partir de, on l'espère le plus rapidement possible, mais on va se dire allez 3 semaines, on va passer à un format vidéo. Donc qui est ce qu'on aurait aimé faire depuis le début, mais pour des raisons techniques on n'a pas pu. Là on va pouvoir vraiment se baser sur un format vidéo qui, on le sait, est attendu, parce que quand on a vos retours, voilà, c'est un petit peu ce qu'on nous dit, on espère que bientôt on vous verra. Donc on aura bientôt le format vidéo. Sur cette chaîne, du coup, le fil rouge, ce sera le top 14 et la Coupe d'Europe. Donc Max, si tu peux nous présenter un petit peu ce qu'on fera sur ces compétitions-là. Du coup, donc l'idée donc, de base de cette chaîne, c'était de faire ça. Donc on a commencé un petit peu par la Coupe du Monde, mais là on bascule sur notre vrai fil rouge et l'idée qu'on avait de cette chaîne. Donc ça va être de vous faire un petit peu le point sur tous les week-ends, parce que là je crois qu'on enchaîne 17 journées de fil. Donc l'idée ça va être de faire un petit peu toutes les oppositions du week-end. Et on va choisir un match par week-end. Alors le premier on l'aura choisi nous. Donc en étant catalan quand même, on s'est permis de choisir. Vous devinerez facilement qui c'est qu'on a choisi. Voilà, on s'est permis de choisir donc l'USAP contre Pau. Donc ça va être de faire un peu plus de taille, voilà, un zoom sur ce match-là. Et après on vous expliquera ce qui se passe sur les autres confrontations. Voilà, parce qu'en fait on n'aura pas le temps d'étudier précisément les 7 rencontres, sinon ça fera des vidéos interminables. Donc voilà, on fera un petit zoom sur une rencontre et donc un débrief, comme on fait un petit peu là, un débrief des rencontres du week-end, ce qu'on a aimé, moins aimé, un 15 aussi. Donc ça c'est prévu, ce sera notre fil rouge du coup, le top 14 sur la saison. Il y aura aussi des événements qui sont le tournoi destination, les rencontres internationales et la Coupe d'Europe. Ce sera aussi couvert, on va essayer de faire du contenu aussi sur ces compétitions là. Ensuite, du coup, alors l'idée ça va être de vous faire des vidéos. Alors nous on a appelé ça des vidéos spéciales un petit peu, parce que forcément on va pas les faire toutes les semaines. Donc dans ces vidéos spéciales, le but en fait c'est de vous faire donc à peu près une fois par mois. Alors ce sera pas un jour précis, on va se le faire une fois par mois. Ça va être de faire un 15 des légendes. Donc en 15 des légendes, quand on dit 15 des légendes, pour nous c'est des nations, mais aussi des clubs plutôt français. Voilà. Donc 15 de légende, pour vous expliquer un peu, c'est par poste, on va prendre selon nous le joueur qui a marqué le plus le club ou la sélection en question. Alors on remontera pas jusqu'aux années 50, on vous expliquera concrètement les règles du jeu entre guillemets quand on fera ce genre de vidéo, mais voilà. Oui, règles du jeu, tu fais bien de le dire Loïc, parce que alors qu'on ne soit pas que tous les deux à faire des 15 de légende, voilà. L'idée ça va être quand même de vous faire participer un petit peu donc sur nos réseaux sociaux. Donc on vous préviendra un petit peu avant du 15 de légende qui sera travaillé qu'on mettra à l'honneur. Et le but ce sera que vous fassiez aussi un 15 des légendes sur la nation ou le club qu'on aura choisi, histoire de comparer un peu nos choix et les vôtres.
Notre deuxième catégorie sera pareil, une fois par mois environ. Alors des fois on alternera, des fois dans le même mois il y aura un caisse de légende et du coup une interview. Ça aussi c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que vous puissiez avoir non seulement notre point de vue à nous en tant que fan de rugby, mais aussi un point de vue beaucoup plus professionnel et précis. Donc, et large. Et plus large aussi, donc on n'aura pas que des joueurs, hein. On va essayer d'interviewer donc des joueurs de top 14 et de Pro D2, on va essayer d'interviewer des membres du staff et plusieurs métiers qui sont liés au rugby aussi. Bien sûr. Alors membre staff, quand on dit staff, c'est staff large. Hein. Oui, on ne parle pas que des entraîneurs, ou alors quand souvent on entend les entraîneurs, on va dire en chef. Là l'idée c'est vraiment d'essayer d'aller chercher un petit peu plus loin en termes d'interview, donc pourquoi pas des analystes vidéo, des prépas physiques. Voilà, essayer de comprendre en fait tout ce qui fait l'écosystème du rugby et d'un club aujourd'hui. Donc si vous aussi vous avez des idées de thèmes, de projets qu'on pourrait mener, n'hésitez pas à nous les dire. Vous avez nos réseaux sociaux pour ça, on a un compte Instagram, donc La Charnière Rugby, un compte Facebook aussi. N'hésitez pas, hein, là le temps que vous finissez la vidéo, vous allez liker, vous partagez, vous abonnez. C'est important pour nous aussi parce que ça peut nous aider à dans l'avenir vous proposer un contenu de plus en plus complet et on l'espère qualitatif aussi. Et puis, on va pas se mentir, tout le monde sait comment ça marche. Plus vous avez de vues, plus vous avez de partages ou d'abonnés, plus ça peut nous permettre à nous quelques idées, déjà, avec potentiellement même quelques surprises, dont une, mais on n'en parle pas pour l'instant. Mais voilà, le fait d'avoir pas mal d'abonnés, pas mal de soutien de votre part, nous permettra d'avoir un peu plus de légitimité à aller chercher quelques interviews qui sortent un petit peu hors du commun, quoi. C'est ça, qui pourrait vous plaire aussi. Donc là aussi, hein, le but c'est vraiment de le faire en collaboration avec vous parce que c'est ça le but de la chaîne. Donc si vous avez des noms de joueurs, des noms d'entraîneurs, de staff, de métiers qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas aussi à nous le faire partager. Donc on va passer à notre dernière catégorie, comme on vous l'a dit, notre fil rouge ce sera le top 14 et ce week-end le top 14 ça revient, donc on passe tout de suite à cette dernière catégorie. Le programme du week-end en top 14, donc on aura 7 matchs comme d'habitude en top 14. Ça change pas. Tous les matchs auront lieu dimanche, parce que voilà, on laisse quand même la Coupe du Monde bien se terminer. On démarrera dimanche à 14h par une opposition entre Bayonne qui est 11e et le Stade Français Paris qui est leader du top 14 en ce moment. Au point de vue des cotes, on a une cote pour Bayonne qui est à 1,40 et pour le Stade Français à 2,65. Max, quel est ton pronostic ? À Jean Daugé, je vois ça une terre imprenable pour Paris, donc victoire de Bayonne pour moi. Allez, donc Bayonne pour moi aussi, hein, donc tous les deux on voit Bayonne l'emporter sur ce premier match. Ensuite on aura le multi-rugby à 16h, donc il y a en tout 4 rencontres. La première qui opposera donc le Loup Rugby à Clermont, donc Lyon qui est 8e et Clermont 6e. Là aussi on voit l'équipe à domicile l'emporter, hein, on voit Lyon. Oui, on voit Lyon l'emporter, donc la cote est à 1,28 pour Lyon et 3,20 pour Clermont. Malgré un bon début de saison de Clermont, je vois quand même Lyon s'imposer à la maison. Deuxième match de ce multi-rugby, Montpellier qui va recevoir le Racing, donc Montpellier 13e contre le Racing 4e. Cote à 1,40 pour Montpellier et à 2,60 pour le Racing, donc là pour nous, Loïc. Ouais, nous on voit une petite surprise, on voit le Racing s'imposer. On a eu un début de saison poussif des Montpelliérains, hein, comme tu l'as dit, qui sont avant-derniers. Et donc ça nous laisse croire que malgré les 2 mois qui ont pu être servis à bien travailler côté Montpelliérain, on pense que le Racing va s'imposer donc au GGL Stadium. Troisième match du multi-rugby, 4e match du week-end qui opposera le RCT Toulon à Oyonnax. Là la cote de Toulon elle est à 1,07 et Oyonnax 5,75. Alors Oyonnax qui est 12e et Toulon 10e, donc c'est proche au niveau du classement. Néanmoins on pense que les Toulonnais, voilà, à la maison ça va dérouler, je pense. Je pense victoire toulonnaise. Victoire toulonnaise, en plus je pense qu'ils vont rentrer pas mal d'internationaux, donc, et certains avec les Crocs, je pense notamment à nos amis français. Donc je vois bien une victoire même bonifiée de Toulon pour moi. Donc voilà, Toulon qui s'impose. Zoom. 4e match et notre match Zoom du week-end opposera l'USAP à Pau, donc la réception de l'USAP 14e contre Pau 2e. Surprise de ce début de saison, Pau, on va pas se mentir.
Donc la cote est à 1,52 pour l'USAP et 2,25 pour Pau. On pourrait s'attendre à une cote un petit peu plus serrée. Hein. Ils voient l'USAP quand même gagnant, alors que, bon, comme tu le dis, hein, c'est un peu le choc des extrêmes au niveau du classement. L'USAP qui est dernier et Pau qui est second de ce championnat. Mais bon, en tant que Catalan, et puis on sait que ce match quand même il est très important pour nous, on va mettre l'USAP. Alors il est capital. Il est capital pour nous, parce que même avec un début de saison où on a 3 défaites, un public des fois à juste titre un peu râleur par rapport aux prestations qu'on a, mais malgré tout on n'est pas non plus largué pour l'instant, et c'est pour ça que je vois ce match crucial, parce qu'une victoire en fait peut nous faire basculer dans une dynamique un petit peu plus positive. Voilà. Et aussi rattraper peut-être Montpellier hein, qu'on a mis perdant, donc voilà, c'est vraiment important pour les Oyonnax, c'est important pour les têtes, donc on voit l'USAP gagner les 2 derniers matchs de cette journée. Donc à 18h on aura La Rochelle qui recevra Castres, La Rochelle qui à l'heure actuelle est 9ème, Castres 3ème. Donc les cotes sur ce match c'est 1,10 pour La Rochelle et 5 pour Castres. Là aussi hein, ça reflète pas forcément le classement, mais on voit quand même La Rochelle s'imposer à De Flandre. On voit La Rochelle s'imposer à De Flandre, petite dédicace à Clem, d'ailleurs, qui travaille là-bas. Oui, La Rochelle qui s'impose. Je vois Castres quand même faire un match un peu à l'ancienne pour aller essayer de gratter quelque chose sur ce terrain-là, mais La Rochelle qui s'impose pour nous. Et donc on finira par le dernier match. Je vais juste faire une petite dédicace, quand on fait une dédicace à Clem. Je vais quand même faire une dédicace à Antoine hein, qui bosse aussi au Stade Français. On t'oublie pas, poulet. Dernier match du week-end du coup, à 21h, il opposera le Stade Toulousain à l'UBB. C'est donc le grand match du week-end, c'est la grosse affiche selon les diffuseurs en tout cas. Donc Toulouse, champion de France en titre, on présente plus ce club. La cote de Toulouse du coup elle est à 1,13 et 4,50 pour l'UBB. Pas de surprise pour nous, le Stade Toulousain qui s'impose. Stade Toulousain qui s'impose, en plus ils vont rentrer quelques mondialistes. Quand on voit le début de saison qu'ils font, ils auraient pu être potentiellement inquiets avec une équipe et demie. Ils ont 18 absents je crois à la Coupe du Monde, et ils arrivent quand même à faire des prestations de haute qualité. On a l'impression qu'ils ont trois équipes complètes, le Stade Toulousain. Ils les ont d'ailleurs. Oui, ils les ont. Ils les ont. Du coup voilà, c'était le programme un petit peu de cette journée de top 14. Pour la prochaine journée du coup, comme on l'a dit, là le zoom il sera fait sur USAP Pau parce qu'on l'a choisi. N'hésitez pas, pareil sur Instagram, Facebook, vous avez nos comptes maintenant, c'est la charnière rugby, à nous dire un petit peu sur quelle rencontre vous voulez faire le zoom, et nous on essaiera de travailler au mieux en ce sens. On va finir cette vidéo du coup avec un jeune de l'école de rugby de l'USAP, donc Gabin, qui est avec nous, et je crois qu'il a quelque chose à dire pour le match de ce week-end. Allez USAP, allez Sadek. Allez, on espère du coup que ça portera chance aux Catalans, et on se retrouve tous en début de semaine. Bon week-end rugby à tous.